Bonjour, le 13 mars dernier est sortie la dernière version de RadStudio, la version 12.3 et donc la dernière version de C++ Builder. Je vous propose dans ce webinaire de faire un point sur les nouveautés de cette dernière version et de façon plus générale une rétrospective sur les évolutions de C++ Builder depuis la version 12.0, ce qui couvre globalement les 2 dernières années. Brièvement, je me présente, je m'appelle Laurent Navarro, je suis développeur C++ Builder et Delphi depuis de nombreuses années, et MVP pour Embarcadero. Si vous n'avez pas suivi l'actualité de C++ Builder et de Delphi ces dernières années, je vous invite à regarder ces résumés annuels qui contiennent des liens vers des pages de blog sur le blog d'Embarcadero et qui vous permettra de découvrir des nouveautés de façon plus détaillée que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque je vais juste faire un aperçu et de surcroît je vais me focaliser sur C++ Builder. Donc la version C++ Builder 12.0, donc inaugurer la série Athènes, qui est donc le nom qui est utilisé pour toute la branche 12, est sortie en novembre 2023. Elle intégrait un preview du compilateur Clang 64 bits qu'on appelle moderne, qui va être amélioré dans les versions ultérieures, que je vous présenterai plus tard. C'était aussi la première intégration de Visual Assist, que là aussi je vous présenterai plus tard. Cette version a aussi introduit la présence de la librairie Skia. Je vous mets en dessous des liens pour avoir des informations plus complètes sur ce qui était apparu dans cette version. La version 12.1 est sortie quelques mois plus tard. Elle mettait à jour le compilateur Clang 64 bits et intégrait la capacité dans l'IDE d'avoir des split editors. Donc je vous ferai une démonstration de cette fonctionnalité tout à l'heure. Je vous mets toujours les liens vers les pages officielles des blogs qui donnent en détail tout ce qui est apparu à cette version-là. La version 12.2, sortie en septembre 2024, a intégré deux nouveaux refactorings que je vous présenterai tout à l'heure, ajouté la compilation parallèle sur le compilateur Clang 64 moderne, introduisait le Smart Code Insight, qui est la première intégration des chats IA dans l'IDE, et un Focus Mode que je vous présenterai tout à l'heure. Cette version a aussi introduit la première version de la librairie WebStencil, qui est un moteur de template HTML server-side qui manquait cruellement pour ceux qui font du développement back-end avec C++ Builder ou Delphi. La version 12.3 donc, elle est sortie le 13 mars dernier. Elle améliore encore la chaîne de compilation Clang 64 bits moderne. Elle ajoute des sanitizers, améliore la vitesse de compilation et contient une première version de l'IDE en version 64 bits. La version principale reste 32 bits, mais il commence à nous proposer une version 64 bits de l'IDE. Le compilateur Clang moderne. Donc à présent, il y a deux compilateurs 64 bits basés sur Clang qui sont disponibles. Donc le nouveau se nomme moderne, donc il est basé sur Clang 15, qui est du C++ 17, et il y a eu des changements assez significatifs dans cette chaîne de compilation. Au niveau de la STL, ce n'est plus la Lincolnware qui est intégrée, mais celle qui fait partie du projet LLVM, qui est le projet qui héberge le compilateur Clang. Il y a aussi eu un changement de la librairie C. Donc avant c'était une librairie maison, maintenant c'est la Windows Universal C Runtime, UCRT, proposée par Microsoft. Il y a aussi eu des changements sur les formats des fichiers objets, des fichiers de débugage. Maintenant ce sont les formats COF et PDB. Donc ce sont des formats qui sont plus standards et qui, on peut l'espérer, nous donneront des capacités à utiliser d'autres outils. La version 12.2 a aussi introduit la compilation parallèle native, donc avec l'option "-jobs" quand on invoque Clang, qui permet d'améliorer significativement la vitesse de compilation. Twine Compiler reste toujours disponible, surtout pour les versions historiques des compilateurs. Il y a aussi eu l'ajout de la capacité à compiler avec CMake et Ninja. Et ensuite, donc il y a une recommandation qui est apparue dans la version 12.3. Il est maintenant recommandé de privilégier d'encoder vos fichiers au format UTF-8 avec un BOM en tête de fichier, de façon à gagner quelques pourcentages en termes de vitesse de compilation. Je sais que la plupart d'entre vous utilisez toujours le compilateur classique historique. Certains ont essayé de passer au compilateur 64 bits à sa sortie et ont rencontré des difficultés, entre autres sur les vitesses de compilation. Mais à présent, la chaîne de compilation Clang moderne 64 bits arrive à un niveau de maturité assez satisfaisant pour raisonnablement considérer une migration. La plupart des améliorations récentes ne concernent que le compilateur 64 bits. Seuls les derniers compilateurs permettent de faire du C++ moderne. Donc si vous n'avez pas de dépendance qui vous en empêche, je vous encourage à évaluer une montée vers le compilateur moderne.
Sachez qu'il est possible d'avoir une base de code commune qui fonctionne sur les deux compilateurs. Vous trouverez des ressources et des articles avec des informations pour vous aider sur le site web et le blog de Embarcadero. Parmi les nouveautés de la version 12.3, nous allons retrouver l'intégration de deux sanitizers. Ces sanitizers sont présents dans le projet Clang depuis de nombreuses années et sont donc maintenant intégrés dans C++ Builder. Le premier sanitizer est un sanitizer qui va nous permettre de tracer les accès mémoire incorrects. On parle là de buffer overflow, de use after free et de double free. Un deuxième sanitizer est disponible, il s'agit du sanitizer pour les comportements non définis. Il faut activer ces sanitizers au niveau des options du projet et lancer l'application depuis la ligne de commande. Ça ne cohabite pas bien avec une exécution depuis le debugger. Si c'est une application graphique, par défaut les consoles ne sont pas allouées. Donc on ne verra pas les sorties du sanitizer nous signalant les problèmes. Dans ce cas, il faut lancer l'application en redirigeant stderr, donc le flux numéro 2, dans un fichier, et ainsi dans le fichier, nous pourrons voir les messages émis par les sanitizers. Il est recommandé de lancer un seul sanitizer à la fois, mais cependant dans les faits, lancer les deux sanitizers simultanément fonctionne plutôt bien. Je vous propose de passer à la démonstration. Donc ici, j'ai un petit projet avec des boutons qui vont me permettre de provoquer des problèmes sur la manipulation de la mémoire. Donc ici, je vais pouvoir allouer de la mémoire, ici, je vais pouvoir la libérer deux fois, ou alors accéder à une case au-delà du tableau qui aura été alloué. Et ici, j'ai de quoi tester des comportements non définis. Donc, le code ici est derrière, donc j'alloue un tableau de 200, je peux le libérer. Et là, j'écris à la case 200, donc qui est une case après la limite du tableau. Et ici, donc j'ai fait divers essais de comportements non définis, donc des accès à des pointeurs nuls, un buffer overflow et une conversion. Bon, la conversion, elle n'a pas bien fonctionné, mais les autres ont plutôt bien marché. Pour que ça fonctionne, il faut donc aller dans le projet, dans les options. Ici, on va aller dans compilateur C++ et dans la nouvelle rubrique sécurité. Et on pourra activer nos sanitizers. Il faut ensuite reconstruire le projet et l'exécuter depuis la ligne de commande, en n'omettant pas, puisque c'est un projet graphique, de rediriger la sortie. Je le lance ici, je fais mon allocation mémoire, et par exemple, je vais faire un accès à la 201e case, ce qui, quand le sanitizer est activé, provoque un arrêt immédiat de l'application, ce qui n'est pas forcément le cas s'il n'y a pas le sanitizer. Et donc là, dans le répertoire, on va trouver un fichier san.log. Au début, on va avoir quelques messages qui sont communs, qui sont liés à la VCL. Donc, vers la fin du fichier, je vais voir les problèmes. Donc, je vais avoir un premier bloc où je vais voir que j'ai fait un heap buffer overflow. C'est un déplacement de buffer sur le tas qui a eu lieu à l'instruction qui est localisée ici. Et en dessous, il va me mettre un deuxième message en me disant où cette mémoire avait été allouée. Donc elle avait été allouée en ligne 28. Donc c'était une région de 200 octets. On peut essayer de relancer le programme pour faire notre cas. Donc là par exemple je vais faire un double free. J'alloue et je libère deux fois. Hop, je reviens sur mon log. Et donc là je vais trouver quelque chose de similaire, sauf que là je vois un attempting double free. On va avoir des choses similaires pour les comportements non définis. Donc ici, je vais faire un dépassement de limite sur un entier. Donc là, ça crache pas forcément. Donc je quitte, je reload mon log, mais en effet, à la fin, je vois un déplacement sur un entier signé. Il y a de nombreux cas traités par le sanitizer sur les comportements non définis. Je vous renvoie à la documentation de Clang pour avoir plus d'informations. Précédemment, je vous ai dit que le format des fichiers de debug avait changé pour passer au format PDB, qui est le format standard de Visual Studio. L'utilisation de ce format nous ouvre des opportunités, puisqu'à présent, nous pouvons utiliser des utilitaires qui sont basés sur ce format. J'ai décidé de vous en présenter deux aujourd'hui. Un premier qui est une chose particulièrement intéressante, qui est le Time Travel Debugging, qui va nous permettre de faire du debugging de traces a posteriori et de naviguer dans notre trace de debug. Et un deuxième qui sera l'utilisation d'un utilitaire de tracking d'allocation mémoire, Dr Memory. Je vous propose de commencer par une démonstration du Time Travel Debugging. Vous trouverez de nombreuses informations sur le site de Microsoft dans la rubrique Time Travel Debugging, puisque c'est une fonctionnalité qui est disponible avec le debugger standard Windows ou WinDebug. Alors attention, pas n'importe quelle version, il faut prendre la version qui est disponible sur le
Microsoft Store, qui a une tête un petit peu plus moderne que la fonction qui est disponible par défaut quand vous installez le SDK. Donc, pour commencer, il faut enregistrer notre trace. Pour cela, vous lancez WinDebug, vous faites Fichier, Launch Executable, Advanced. Donc ici, je choisis mon exécutable. Je pense bien activer l'option Record with Time Travel Debugging. Et j'exécute pour enregistrer. Il me demande de passer administrateur. Et mon application apparaît. Donc cette application, en fait, elle permet d'écrire quelque part dans cette chaîne. Donc là, si j'écris au 10e caractère, tout va bien. Hop là, je vois que j'ai un X qui est apparu ici. Si j'écris au 100e caractère, ça crache pas, mais je fais un buffer overflow. Là, j'ai pas de sanitizer activé, donc ça crache pas de suite. Si j'écris un peu plus loin, ça crache toujours pas, mais si je mets à écrire franchement plus loin, là, ça va me faire une violation d'accès. Je ferme mon application. Et là, je me retrouve dans mon Time Travel Debugger. Je vais cliquer sur l'icône Settings. Et là, dans Debugging Settings, je vais venir spécifier les chemins de mon application et des symboles. Je vais repartir sur Home et je vais faire Go. Et là, ça va s'arrêter à ma première violation d'accès. Et du coup, ça va me mettre sur le fichier source qui a provoqué ça. Et comme dans tout débugger qui se respecte, je vais pouvoir accéder aux valeurs de mes variables. Donc ici, je vois ma position qui est à 1 million. Et la variable str, il me suffit de l'ajouter dans les watch. Je tape ici str. Et je vois ma variable str qui est donc une std string. Donc bien sûr, pas forcément très pratique d'accéder à la valeur. Et je vois sa valeur ici. Comme avec tout débugger, on va pouvoir naviguer en avant avec ces boutons-là, mais on va aussi pouvoir naviguer en arrière. Donc là, je vais faire un step over back et je vais à l'instruction précédente. On va pouvoir positionner des points d'arrêt. Donc par exemple, je vais positionner un point d'arrêt ici. Et je vais exécuter en arrière jusqu'au passage précédent ici. Donc là, c'était avec la valeur 100 000. Là, c'était avec la valeur 1000, 100 et 10 qui était ma première exécution. Et du coup, ici, je vois ma variable str avant modification. Et je fais un step over. Et du coup, je vois ma modification en mémoire lors de la première fois où j'avais cliqué sur le bouton modification. Donc je vais pouvoir ainsi naviguer en avant et en arrière, repartir jusqu'à l'exception suivante, revenir en arrière, essayer d'analyser ce qui m'a conduit à cette situation. Une autre fonctionnalité très intéressante du Time Travel Debugging, c'est qu'il va nous donner la capacité à faire des requêtes dans l'historique de ce qui s'est passé. Ainsi, on va par exemple pouvoir faire une requête sur quelles sont les instructions qui ont modifié une certaine zone mémoire. Dans le passé, on avait la capacité à faire des memory breakpoints, mais je trouve que cette fonctionnalité est encore plus intéressante qu'un memory breakpoint. Pour la mettre en œuvre, nous allons devoir savoir quelle zone mémoire nous voulons traquer. Donc ici, admettons, je veux traquer pour savoir quelles sont les instructions qui ont modifié ma chaîne de caractères ici. Donc je vais traquer cette zone mémoire. Je vais en relever l'adresse. Et je vais taper ma requête. Donc il faut taper cette instruction, mettre l'adresse de début et l'adresse de fin. Donc là ça fait 26 caractères. Donc je vais traquer jusqu'à des 0. J'exécute et il me sort un tableau avec tous les accès qui ont été faits dans cette zone mémoire. Pour filtrer un peu plus, je vais ajouter un autre paramètre
qui est W pour traquer tous les accès en écriture. Et là, du coup, j'en ai un peu moins. Et donc, je vais pouvoir naviguer en cliquant dessus. Donc, les premiers accès sont la phase d'initialisation et l'accès que je vais avoir ici. Et donc, en double-cliquant sur le time travel ici, je me retrouve au point de l'enregistrement où j'avais fait la modification. Donc, c'est le même point que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, ça m'amène à l'instruction qui va modifier juste avant la modification. Et du coup, je vois que si je fais un petit step over, ça m'a bien mis mon X. Vous trouverez des vidéos bien plus complètes que ce que je viens de vous montrer sur le site web de Microsoft. Dans la page Overview, il y a un lien vidéo training. Et là, vous trouverez des vidéos très complètes sur ce qu'on peut faire. Donc la plus intéressante est peut-être la dernière qui aborde le requêtage que je viens de vous montrer, mais les trois sont très intéressantes à regarder. À présent, je voudrais vous parler d'un autre outil. Il s'agit de l'outil Dr Memory. Dr Memory est un outil un petit peu comparable à CodeGuard ou d'autres outils qui existent sur d'autres environnements. Ici, donc, la page du site web de Dr Memory. Donc, c'est un outil qui est basé sur la librairie d'instrumentation dynamique Dynamic-IO. Donc, cet outil va être capable de nous signaler les accès mémoire invalides, les oublis de désallocation, etc. Donc, il faut juste se télécharger sur le site, l'exécuter, et du coup, quand on va l'exécuter, il va poser sur le bureau une icône, ici, Dr Memory, drag your app here. Donc en gros, Dr Memory, faites glisser votre application ici. Et en fait, pour le lancer, tout simplement, vous allez prendre votre point .exe, vous allez le faire glisser dessus. Et donc du coup, ça va le passer en paramètres. Dans le contexte C++ Builder, on a une petite boîte qui apparaît, mais bon, on fait OK et ça continue. Et donc là, on voit que ça nous affiche en sortie, donc tout un tas de choses. Donc un petit peu comme avec le Address Sanitizer qu'on avait vu précédemment, il y a tout un tas de messages qui apparaissent, qui sont liés à la VCL, qu'on peut ignorer. Donc là, je reprends l'exemple du TDD de tout à l'heure. Donc je patch ma chaîne à la ligne 10. Donc là, on a des choses qui apparaissent liées à la VCL. Si je refais, il ne se passe rien. Si je patch le 15e caractère, toujours pas de message. Par contre, si je patch en 150, là, on voit que ça a bougé. Et on voit qu'il nous signale qu'on a fait un accès au-delà des limites. Donc quand on ferme l'application, l'application se termine. Éventuellement, il va faire la recherche de tout ce qui n'a pas été alloué. Et ensuite, il nous ouvre dans le bloc-notes le fichier qu'il a généré, dans lequel on va retrouver donc tout un tas d'informations, tout un tas de memory leak, donc celles-là sont liées à la VCL. Et ici, donc, on va retrouver notre accès au-delà des limites dans notre unité ici en ligne 34. Voilà, donc c'est un outil, on va dire un petit peu complémentaire au Hassan pour vous aider à trouver vos fils de mémoire et vos accès au-delà des limites. Je vous propose à présent de revenir un petit peu dans l'IDE et de voir quelques-unes des nouveautés qui ont été introduites dans les versions 12.1 et 12.2. La première fonctionnalité introduite a été l'introduction du split mode. Comme vous pouvez le voir dans la copie écran ici, à présent nous avons la capacité de splitter l'éditeur pour avoir du coup plusieurs éditeurs simultanés. Et on peut aussi bien mettre le concepteur de fiches que des codes sources. Donc on peut splitter à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Et deuxième nouveauté, c'est l'apparition d'un focus mode qui permet de masquer toute une partie et de se focaliser sur les éditeurs. Je vous propose une petite démonstration pour illustrer ces fonctionnalités. Nous allons commencer par le split mode. Ici, je vois mon concepteur de fiches et je vais pouvoir, du coup, faire sur l'onglet clic droit, fractionner à droite. Et du coup, je vois apparaître un éditeur sur la partie droite. Je le redimensionne pour en voir un petit peu plus. Si je double-clique sur un bouton à gauche, il m'amène dans la partie droite et du coup, je peux ici éditer mon code source tout en voyant mes boutons, en ayant accès à mon accessoire de propriété. Tout cela peut être prêt. Deuxième fonctionnalité qui a été introduite, donc c'est le focus mode. Donc pour le focus mode, on peut l'activer soit en faisant un clic droit mode concentration ici,
ou soit en utilisant directement le raccourci CTRL-ALT-Z. Le Focus Mode va focaliser sur l'éditeur. Du coup, il sera plus large, il va masquer les zones de propriété, l'éditeur de projet, les menus, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir combiner le Focus Mode avec un split. Ici, je vais pouvoir dire je split à droite. Soit je mets le même fichier des deux côtés, mais je vais aussi pouvoir du coup choisir un autre fichier. Et du coup, je vais pouvoir manipuler simultanément deux éditeurs texte qui vont occuper toute la surface disponible. Donc c'est peut-être des fonctions qui seront particulièrement intéressantes si on n'a pas des écrans très grands, mais c'est vrai que parfois voilà, on est focalisé sur le code source et du coup ces fonctionnalités peuvent être intéressantes. Je vous propose à présent de découvrir une fonctionnalité particulièrement intéressante qui a été introduite dans la version 12.0. Il s'agit de Visual Assist. Visual Assist est un produit indépendant édité par Wall Tomato Software depuis de nombreuses années. Et cette société a été acquise par Embarcadero il y a de cela quelques années. Ils éditent une extension Visual Studio qui permet d'apporter des facilités aux développeurs, principalement autour du refactoring de code et de la navigation dans le code. Donc cette extension n'a pas été ajoutée à C++ Builder. Par contre, les fonctionnalités principales ont été ajoutées directement dans l'IDE de C++ Builder. Je vous propose de les parcourir à travers une petite démonstration. Donc nous allons commencer par la partie autocomplétion. L'autocomplétion de Visual Assist vient en lieu et place de l'autocomplétion existante. Elle se veut être plus efficace que l'ancienne qui n'était pas toujours très satisfaisante. Donc là on retrouve des choses assez basiques. Voilà, on va prendre quelque chose, on va faire CTRL espace pour faire apparaître l'autocomplétion. Donc par exemple là c'est un unique pointer, donc si je fais get, voilà, je que ça commence à venir. Ici, je prends la surcharge d'opérateur flèche. Je vais voir apparaître les propriétés qui sont disponibles dans cet objet. Donc, ce qui va nous intéresser le plus en termes de nouveautés, ce sont les fonctions de refactoring. Parce que l'autocomplétion, on avait déjà quelque chose, alors que le refactoring, ben là, ça va être nouveau. Donc en 12.0, on a eu 3 refactorings qui sont apparus, qui permettent de renommer l'ajout des includes et créer implémenter déclaration. Et dans la version 12.2, on en a eu de nouvelles qui sont apparues pour extraire des méthodes, l'introduction de variables et la création à partir de l'usage. Donc je vous propose de les montrer une par une. Alors, si on commence par le refactoring. Donc pour le refactoring, hop là, donc je supprime mon exemple ici. Pour le refactoring, en fait, ça va nous permettre de renommer un symbole, mais de façon intelligente. Okay, pas juste remplacer un texte. Il faut bien comprendre que Visual Assist comprend le code. D'accord. Donc quand je vais lui demander de renommer, ben, il va renommer pas juste les mots qui sont écrits pareil. Il va vraiment renommer deux variables. Donc là, par exemple, je suis sur un attribut d'une classe. Donc pour s'en servir, c'est assez simple. On fait clic droit, refactoring, renommer. Et là, il me montre tous les lieux d'usage. Et donc, il me suffit de mettre le nouveau symbole que je vais mettre à la place. Donc là, je mets ma grille. Donc, je vois tous les endroits où ce symbole est référencé. Je fais rename. Ça fait le travail partout. Je vois que ça a été remplacé par ma grille. Et donc, si j'exécute, je compile et j'exécute, je vais voir que ça va marcher parfaitement. Et voilà, mon programme marche toujours. Deuxième fonctionnalité que je vous propose de découvrir, c'est le refactoring Adjust Include. Donc c'est un refactoring qui peut paraître relativement simple, mais qui peut être pratique quand même, malgré tout. Le principe, ça va être que ce refactoring va nous permettre d'ajouter automatiquement des includes sans avoir à les taper à la main. Par exemple, ici, si j'ajoute un membre de type map, int, que j'appelle myMap, ici, je vais pouvoir faire un clic droit, refactoring, ajouter include map. Et je vois apparaître le include map là-haut. Un autre refactoring intéressant va être la capacité de créer une implémentation ou une déclaration d'une méthode dans une classe. Le but est de gagner du temps dans le fait de devoir déclarer une méthode dans un point H et devoir mettre son corps dans le CPP. Donc l'idée c'est de rendre ça plus pratique, de ne pas perdre de temps, de faire des copier-coller, etc. Ajouter le nom de la classe, que ce soit plus fluide. Donc comment ça se passe dans la pratique?
Je vais aller dans mon point H, donc ce sera souvent de là que ce sera le plus intéressant de partir. Donc je vais déclarer une méthode, donc void myMethod int x, et tout simplement, je vais faire un clic droit dessus, refactoring, créer implémentation. Et ça va me créer ma méthode dans le point CPP. Et je peux tout à fait faire la même chose dans l'autre sens. Donc hop là, je crée une deuxième méthode, que j'appelle autre méthode. Et je vais faire un clic droit dessus, refactoring, créer une déclaration, et ça va me créer la déclaration. Donc elle ne sera pas forcément créée au bon endroit, il faudrait peut-être la passer de la partie privée, protected ou publique, mais le gros du travail est fait. Le refactoring suivant est l'extraction de méthodes. Je vous propose de l'illustrer par exemple sur un autre projet. Donc ici j'ai un petit programme tout simple qui consiste à calculer la somme des chiffres qui sont contenus dans un tmemo. J'appuie sur le bouton et du coup ça me calcule la somme. Cette fonction est constituée de deux parties. Une première partie qui va convertir les chiffres de mon mémo pour les mettre dans un tableau d'entier, et une deuxième partie qui va faire le calcul de la somme et afficher le résultat dans un label qui est à l'écran. Le but de l'extraction de méthode est de sortir dans une fonction une partie du code. Quand on écrit du code, on a vite tendance à se retrouver avec une grosse fonction, et c'est toujours un petit peu pénible de devoir découper notre code pour aller dans une autre fonction. C'est toujours quelque chose de technique, il faut créer une nouvelle méthode en y passant les bons paramètres, redéclarer les variables qui sont nécessaires, etc. Donc c'est toujours fastidieux, et du coup ça ne nous encourage pas à le faire. Le but de cette fonction est de nous aider dans cette tâche. Par exemple ici on va commencer par refactorer la première partie, ici, dans une fonction qui va s'occuper d'extraire nos entiers depuis le mémo. Donc je vais surligner la zone que je veux mettre dans une autre méthode, et je vais faire un clic droit dessus, refactoring, extraire une méthode. Donc là, ça va m'ouvrir une boîte qui va me proposer un nom de méthode. Donc là, je vais l'appeler extraire entier du mémo. Donc ça me propose la signature. Donc la signature ici, c'est un vector int en par référence. Et j'ai deux cases à cocher. Donc extract to source, ça me permet de dire si je veux mettre le code dans le point CPP ou dans le point H. Et extract as free function, ça me permet de dire est-ce que je veux une fonction indépendante ou est-ce que je veux une méthode de ma classe. Donc là, je fais OK. Et du coup, qu'est-ce que je vois? Que ça m'a créé une nouvelle méthode qui contient le code que j'avais avant. Ça m'a ajouté la signature dans le point H. Et ici, ça m'a mis l'invocation de la méthode dans mon code source original. Et donc du coup, si j'exécute, ça me donne le même résultat. Donc on verra que parfois, dans la pratique, ça se passe pas toujours très bien. Donc parfois, ce que ça fait, c'est pas complet, mais bon, ça nous fait le gros du travail. Par exemple, je dis, ok, maintenant je vais faire une autre méthode qui va s'occuper de me calculer la somme d'un tableau d'entiers. Donc ici, je vais sélectionner cette partie du code. Ok, donc volontairement, je prends pas la déclaration du int. Et je vais faire refactoring, extraire une méthode. Et du coup, comme j'ai fait ça, du coup, il me retourne l'entier. Le problème, c'est qu'il me met aussi, du coup, le total en paramètres. Je vais donc spécifier le nom de ma méthode, somme entier. Je clique sur OK. Et du coup, je vois que la méthode a été créée et que son invocation a été faite. Par contre, il me faut retoucher un petit peu ce total que je ne souhaite pas passer en paramètre, donc je le supprime ici. J'ajoute le type ici pour en faire une déclaration. Et dans mon point H, je vais supprimer le premier paramètre que j'ai supprimé aussi. Je vais aussi venir supprimer le paramètre au lieu d'invocation. Et donc, si j'exécute, j'obtiens le même résultat. À présent, je vais vous présenter l'introduction de variables qui est apparue dans la version 12.2. Donc, pour l'illustrer, ici, j'ai commencé à taper un bout de code,
Puis là, je fais un petit test pour vérifier si la première ligne de mon mémo est un entier et qu'il est différent de 0. Et je m'aperçois que juste après, je vais sûrement vouloir faire un traitement avec cette valeur. Du coup, j'aurai besoin d'introduire une variable. Donc, soit je le fais à la main, soit je peux venir ici, je surligne l'expression qui permet d'initialiser la variable, je fais refactoring, introduire une variable, et je donne un nom à ma variable, que je vais appeler valeur. Je fais OK, et du coup, je vois que ça m'a créé une nouvelle variable ici, valeur, qui est utilisée dans mon code. Le dernier refactoring que je souhaite vous présenter est la création à partir de l'usage. L'objectif de ce refactoring est de créer une fonction et sa déclaration à partir de l'invocation de la fonction. Je vous propose d'illustrer cet exemple par une façon alternative de traiter un refactoring. Ça pourrait être sur la création initiale du code, mais là je vais le faire dans une logique de refactoring. Donc, je vais prendre les 3 lignes de code que je souhaite extraire dans une autre fonction, je vais les copier, et je vais mettre ici l'invocation, en y mettant bien ma variable tbl entier. Ensuite, je vais faire un clic droit ici, refactoring, créer à partir de l'utilisation. Ici, il me propose la signature, donc moi je veux ajouter un passage par référence et je vais garder le fait que je souhaite que ce soit une méthode de tform1. Je vais faire OK. Du coup, je vois qu'il me crée une fonction avec juste un appel d'exception dedans pour montrer que c'est pas implémenté. Je vais y coller mon code. Je vais ajouter mon return total ici. Et je vais supprimer mon code original ici. Et si tout va bien, normalement, j'obtiens le même résultat. Voilà, nous avons fait le tour des différentes fonctionnalités de refactoring. Je vous propose à présent de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de navigation introduites par Visual Assist. Historiquement, nous avions déjà quelques fonctionnalités de navigation, mais avec Visual Assist, nous allons en avoir de nouvelles très intéressantes. Attention, le comportement peut différer un petit peu suivant que votre projet est compilé avec le compilateur classique ou avec les compilateurs modernes. Je vous propose de commencer par la navigation « Trouver les références ». Donc pour l'utiliser, il suffit d'aller sur un symbole, de faire un clic droit, chercher les références. Cette fonction va nous ouvrir une fenêtre nous montrant les diverses références à ce symbole. Donc on va trouver la déclaration, mais aussi tous les endroits où c'est utilisé. Et il nous suffira de double-cliquer dessus pour naviguer dans le code. Okay, donc sachant que cette fenêtre reste ouverte. C'est, ma foi, assez pratique. Ensuite, je vous propose de vous montrer la navigation entre l'implémentation et la déclaration qui peut être faite avec les raccourcis clavier CTRL-SHIFT, flèche qui monte, flèche qui descend. Donc il suffit de se mettre sur une méthode et vous faites CTRL-SHIFT, flèche qui monte, vous retrouvez la déclaration et CTRL-SHIFT, flèche qui descend et vous retournez à l'implémentation. C'est tout simple, mais c'est très pratique. Autre fonctionnalité intéressante, ça va être le GoToRelated. Donc GoToRelated est accessible quand on est sur un symbole, on peut faire un clic droit et c'est aller aux éléments associés en bon français. Donc on va cliquer dessus et là on voit un menu contextuel qui s'ouvre. Et en fait ce menu contextuel on peut le faire apparaître autrement, tout simplement. Donc quand c'est sur un symbole, on fait CTRL et on clique sur le symbole et ça nous fait apparaître le même menu. Là, suivant la nature du symbole, on va avoir des menus différents. Donc là par exemple, on va trouver la déclaration, des choses relatives au type lié à ce symbole. On peut aller voir tous les membres de UniPTR. Okay. Et comme on peut voir tous les membres de tform2. Donc ça c'est la fonction GoToMember qui est du coup accessible depuis ce menu contextuel. Si je me mets sur un point H, donc là il faut que je fasse clic droit, aller aux éléments associés, et là il va me proposer le Open File, l'équivalent du contrôle entrée historique, Open Containing Folder, ou Included By pour nous montrer
une partie des fichiers qui incluent ce .h. La dernière navigation disponible est la navigation de type Find Symbol, chercher un symbole. Donc là, on va faire un clic droit, chercher, rechercher le symbole. Et ici, on va pouvoir taper un symbole et ça va le chercher de façon transverse à notre projet. Une fois le symbole trouvé, nous pourrons faire un clic droit dessus et soit chercher les références associées, soit copier ce symbole pour l'utiliser, soit GoTo pour aller à sa déclaration. Voilà, nous avons fait le tour des nouvelles navigations disponibles avec Visual Assist. Donc on peut trouver les références, naviguer entre l'implémentation et la déclaration. Et on a le GoToRelated qui nous permet de voir tous les membres d'une classe et le Find Symbol qui nous permet de chercher de façon transverse un symbole. Nous voilà au bout des choses que je souhaitais vous montrer. J'espère vous avoir fait découvrir des choses que vous ne connaissiez pas encore. En tout cas, comme vous pouvez le constater, C++ Builder continue d'évoluer et continue à nous apporter des choses intéressantes et je suis sûr que cela va continuer. À bientôt!